Allez, bonjour à tous. Du coup, dans ce nouveau webinaire sur les techniques pour attirer et convaincre des profils pénuriques, on va faire un petit peu comme d'habitude, on va attendre 2 minutes que tout le monde se connecte avant de démarrer. Donc on va essayer de dire bonjour à tout le monde, ça va pas être facile. Bonjour Sandrine, bonjour Hervé, bonjour Nathalie. C'est pas évident. Voilà, on va se donner deux petites minutes. Bonjour Mylène, bonjour Charlotte. On va presque passer la barre des 200. Personne. Bonjour Anne, bonjour Daniel. On reçoit des pouces en l'air et tout, c'est super. Alors qu'on n'a pas encore commencé, c'est bon signe. Allez, on va peut-être démarrer. Les autres prendront en route. Donc, tout le monde a l'air de très bonne humeur, donc ça va être pratique. Du coup, on va se présenter un petit peu, mais d'abord un petit peu de contexte. Donc aujourd'hui, on va vous parler des techniques pour attirer et convaincre des profils pénuriques. Moi, je vais démarrer un petit peu, mettre un petit peu de contexte sur ce qu'on voit beaucoup dans les médias, la pénurie des talents. Quelques chiffres qui sont assez impactants. Ce qu'on appelle les métiers en tension étaient considérés comme étant 35% en 2015. Aujourd'hui, c'est plus de 61%. Ce sont les chiffres de la DARES et de Pôle emploi en France. Donc en 8 ans, on est passé de 35% à 61% de métiers en tension. Ce qui veut dire que la part des candidats disponibles versus la part des candidats pénuriques s'est inversée et que, comme je pense que j'enfonce des portes ouvertes pour beaucoup d'entre vous, il y a de plus en plus de candidats pénuriques. Alors, petit point de rappel, qu'est-ce que c'est au fond un candidat pénurique? Bon, c'est quelque chose de très simple, mais on peut le rappeler, c'est qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les candidats proactifs qui vont eux-mêmes aller candidater. Ça, c'est quand il y a souvent un état équilibré entre les offres et les candidats, voire une offre pour 10 candidats. Par exemple, le candidat pénurique, c'est juste complètement l'inverse. C'est-à-dire que vous allez avoir en fait trop d'offres par rapport au nombre de candidats. Et du coup, de manière assez mécanique, ces candidats ne vont pas aller postuler d'eux-mêmes, ou quand ils le font, il va falloir montrer un petit peu, aller un peu plus loin que ce qui se faisait il y a quelques années pour aller les attirer. Donc c'est des candidats qu'il va falloir aller séduire plus que compter sur leur adhésion pure et dure. Donc nous, le discours qu'on va tenir aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, c'est vraiment d'avoir une approche complémentaire inbound et outbound, qui sont des termes issus du marketing. Inbound, c'est, vous en doutez, c'est la diffusion d'annonces, et on va vous expliquer comment faire de la bonne diffusion afin d'annonce. Et le complément, c'est aussi pas uniquement faire que ça, mais aussi aller sourcer. Et on va vous expliquer un petit peu les bonnes méthodes pour aller sourcer sans que ce soit trop chronophage. Et donc, c'est vraiment cette approche complémentaire dont on va vous parler aujourd'hui. Et voilà pourquoi on est a priori des personnes pertinentes pour vous en parler. Je laisserai Laurent et Jonathan se présenter. Moi, pour ma part, je suis Antoine Détis, donc CEO et fondateur de Tool for Staffing, qui est un logiciel de prospection de talent et qui a pour vœu et pour mantra d'aller de dire qu'il ne faut plus attendre les candidats, qu'il faut aller les chercher. Et je vais vous laisser Laurent du coup et Jonathan vous présenter. Merci, merci Antoine pour cette introduction. Bienvenue à tous sur ce webinaire. Je suis Laurent Abivin, je suis chez HelloWork depuis 3 ans. Je m'occupe de la partie Alliance Management depuis 2 ans. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, dans mon équipe, on doit trouver des manières les plus simples de travailler avec les acteurs de l'écosystème pour permettre à nos clients de maximiser leurs investissements sur HelloWork. Alors vous l'entendez sûrement, je suis un petit peu malade, donc si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, vous pouvez poser la question dans C'est gentil d'être le là du coup. chat et je le prendrai pas mal. J'enchaîne, Laurent. Moi, c'est Jonathan, donc bienvenue à tous sur ce webinaire. Donc moi, je suis Area Sales Manager chez HelloWork, sur la zone Île-de-France, sur le marché des ETI, des grandes entreprises. Donc je suis chez HelloWork depuis 3 ans et j'ai la chance d'être beaucoup dans l'accompagnement avec mes équipes, donc au contact aussi de nombreux clients afin de pouvoir aussi les challenger sur leurs pratiques et leur apporter des solutions sur toute la chaîne du recrutement. Top.
Merci beaucoup. Du coup, donc vous l'avez compris, hein, Hello Work d'un côté, donc ils ont été très modestes, Laurent et Jonathan, mais Hello Work, comme vous le savez, est le premier acteur digital français du recrutement. Et nous, on est plutôt sur la partie prospection de talent. On va démarrer directement dans le vif du sujet, parler un petit peu du marché de l'emploi. On entend beaucoup des phrases comme que les attentes des candidats ont changé. Justement, Jonathan va nous expliquer un petit peu comment. Moi, j'aimerais bien juste commencer par un chiffre. C'est le chiffre qui fait mal, comme l'a appelé notre équipe FA Marketing, c'est qu'aujourd'hui, 65% des candidats aimeront moins une entreprise après y avoir postulé. C'est un chiffre assez fort, c'est-à-dire qu'après une expérience d'un candidat chez un recruteur, les candidats aimeront moins cette entreprise. Donc du coup, c'est un chiffre assez fort. Jonathan, explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier et améliorer cet avis du coup des candidats. Ouais, je te laisse juste défiler, Antoine, parce que j'ai pas le. Allez, je vais le faire, tu me diras. Super. Nous, bon, forcément, il y a ces multifactoriels, mais on va étayer deux facteurs rapidement qui conduisent à la pénurie de candidats. Déjà, l'évolution technologique et le manque de compétences adaptées. Le marché de l'emploi se digitalise, continue de se digitaliser, et donc il entraîne avec lui des besoins assez forts en compétences à forte valeur ajoutée. Donc 61% des entreprises considèrent la captation et l'engagement de profils pénuriques comme l'un des principaux enjeux sur les années à venir dans un marché en tension, un marché de candidats. En tête du classement, on peut citer quelques profils, mais les ingés, les profils IT, les profils maintenance, installation, et même les commerciaux, pour citer que. On n'a jamais entendu autant parler du sujet du soft skills, donc il est là aussi pour compenser un manque de compétences techniques. Donc voilà, ça a été accéléré aussi renforcé par la crise Covid, et la formation des collaborateurs est un enjeu pour les organisations dans les années à venir. Idem pour la reconversion, des choses assez notables puisqu'on sait que 80% des emplois de 2030 n'existeront, enfin en tout cas n'existent pas encore. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est plutôt lié à ce qu'évoquait Antoine en amont, c'est les attentes des candidats. Donc, mobilité professionnelle et aspirations changeantes des nouvelles générations. Il faut quand même avoir en tête qu'il n'y a pas moins de talent. Ils sont juste plus difficiles à convaincre. Ils ne sont pas forcément là où on les cherche. Et surtout, ils ont de plus en plus d'attentes. Et ça commence déjà finalement par l'expérience qu'ils vont vivre en tant que candidats jusqu'à l'onboarding dans l'entreprise. On parle beaucoup de notions de télétravail, de salaire, etc. Le télétravail aujourd'hui, c'est plus un avantage, finalement, c'est devenu une norme pour ces candidats. Le salaire, il doit être haut niveau et transparent. Il ne fait que challenger finalement l'exigence première des candidats aujourd'hui, qui demeure le sens au travail. Voilà, développer son employabilité, c'est un impondérable pour eux. Faire toute sa carrière dans la même boîte, c'est devenu mauvais signe. Donc, ils souhaitent être formés et élargir leur champ de compétences. Si on va un petit peu plus loin, Antoine, avec le slide d'après. Donc, globalement, donc c'est ce que j'expliquais, il y a finalement une nouvelle relation qui s'opère entre les entreprises et les candidats. On fait, nous, beaucoup de similitudes entre un candidat et un acheteur en ligne, puisqu'on collecte beaucoup de data et on observe aussi un peu les comportements des candidats. Donc, il faut savoir aujourd'hui que les candidats déjà sont devenus des mobinautes. Ils postulent généralement sur mobile. C'est un chiffre qui est en constante augmentation, mais 70% du temps, il fait ses démarches sur mobile. Donc, ça doit être simple, rapide et efficace, et un peu en parallèle avec ce qui se fait sur les pure players du web, qui ont révolutionné finalement l'accès à certains services, qui ont beaucoup travaillé sur l'expérience utilisateur. Le candidat, il a désormais le luxe de choisir dans l'entreprise et l'offre qui l'intéresse. Je peux faire une analogie au e-commerce, quand on va, je sais pas, sur une plateforme comme Zalando, où on peut choisir de voir que les produits qui proposent des promotions. De la même manière, il va pouvoir choisir aujourd'hui sur des plateformes uniquement les entreprises qui sont transparentes sur leur process de recrutement, qui proposent du télétravail ou qui proposent en tout cas d'afficher les salaires sur les offres. Donc, si le parcours est compliqué ou s'il n'a pas les éléments qu'il attend, il ne se posera pas de questions pour faire marche arrière. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Et quand bien même ces éléments seraient présents, qui apportent déjà une bonne première impression, si derrière, ça ne suit pas avec des réponses à la candidature, un suivi en temps réel, ça fera finalement que s'aborder votre image. Donc, c'est bien le candidat qui rythme aujourd'hui la relation, et l'entreprise aujourd'hui doit s'adapter et challenger sans cesse ses méthodes si elle veut attirer les meilleurs candidats. Et c'est ce qui finalement conforte cette expression qu'on entend souvent, c'est la guerre des talents. Voilà, on y est bien. Et du coup, Jonathan, nous, c'est vrai qu'on fait souvent le parallèle chez nous aussi entre la vente et le recrutement. Là, tu vas plus loin, on parle depuis des années en fait d'expérience client. Là, toi, tu fais carrément le parallèle en disant expérience client, expérience candidat. Au final, c'est le même combat, quoi. Carrément. Le candidat se comporte de la même manière aujourd'hui qu'un acheteur. Ça, c'est une certitude. Ok. Donc,
Le process de recrutement, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les entreprises. C'est des questions que les candidats se posent. Rapidement, je vais donner quelques éléments pour vous aider, mais sur la partie postulation, il faut pouvoir se dire que ça attire la curiosité du candidat finalement, l'émission du poste, la bonne ambiance du travail dans l'équipe, etc. Donc, il faut absolument que vous puissiez ajouter un maximum d'éléments sur votre processus de recrutement. Et de pouvoir lui expliquer finalement comment il va postuler. Il faut savoir s'il doit rajouter des éléments, si vous attendez un CV, etc. Ensuite, quand il recevra une réponse à sa candidature, trop souvent, finalement, le candidat, il envoie sa candidature, il ne sait pas ce qui va se passer derrière. À minima, vous pouvez mettre dans votre offre d'emploi que le délai de réponse moyen d'une candidature est de 15 jours, par exemple. Comme ça, il ne va pas vous relancer sans cesse. Il sait qu'il aura une réponse dans les 15 jours. Donc ça, c'est important d'être transparent sur ça. Combien y a-t-il d'étapes dans le processus de recrutement? Donc, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3 entretiens, est-ce que c'est en visio, est-ce que c'est en physique? Pareil, ça, c'est des éléments indispensables aujourd'hui sur une offre d'emploi. Ensuite, qui je vais rencontrer en entretien? Est-ce que je vais rencontrer un RH? Est-ce que je vais rencontrer mon futur manager, la direction, etc. Donc, ça, c'est pareil, il faut que vous puissiez expliquer à chaque étape comment ça va se passer. Et enfin, est-ce que je vais passer des tests ou ce genre de choses, des tests techniques, etc. Ça, c'est obligatoire aussi de prévenir le candidat en amont de cette étape-là. Et Jonathan, du coup, une petite question. Là, tu parles, c'est donc vraiment le candidat qui va avoir une visibilité en fait sur le processus de recrutement, avoir de la transparence. Ça, c'est quelque chose que vous préconisez dès l'annonce ou c'est quelque chose que vous tout à fait. annoncez dans un second Dans le temps? corps de l'annonce, il faut indiquer le processus de recrutement. Et puis, on a aussi beaucoup d'entreprises qui ont finalement ce qu'on appelle des pages entreprises, où ils présentent un peu plus en profondeur ce qu'ils font. Et on a un bloc processus de recrutement qui est indispensable. Et c'est souvent, on regarde aussi les candidats qui scrollent la page, parce qu'il est tout en bas, ce processus de recrutement. Et très souvent, les candidats vont jusqu'en bas pour voir justement comment va se passer le processus de recrutement. Ok, super intéressant. Donc, la finalité de ça, pourquoi c'est important d'être clair sur le processus de recrutement, puisque nous, on estime que 2 tiers des candidats estiment important de connaître les étapes du processus. Maintenant, pourquoi c'est important? Ça permet aussi d'inciter le candidat à passer à l'action. C'est de la réassurance, encore une fois, au même titre qu'un achat e-commerce. Quand vous avez des éléments sur le produit, c'est aussi une réassurance sur la garantie, etc. Donc, ça permet d'inciter le candidat à passer à l'action. Deuxièmement, ça permet aussi au candidat de mieux se préparer. Finalement, quand vous lui expliquez la clarté du processus de recrutement, vous verrez que les candidats en règle générale sont beaucoup plus préparés, puisque quasiment 90% des candidats qui souhaitent être informés de ce process, c'est pour mieux se préparer à l'entretien. Ensuite, ça permet aussi de mieux justifier un refus de candidature, puisque si vous assignez chaque étape du recrutement avec un objectif précis, ça sera beaucoup plus simple aussi d'expliquer au candidat pourquoi le processus s'arrête pour lui. Enfin, ça permet aussi de ne pas se faire doubler par un autre employeur, puisque à chaque étape, vous rappelez au candidat ce qui se passe. Donc, ça lui permet d'avoir une vision claire sur le process et ça l'aide aussi à se situer par rapport aux autres parcours qu'il est en train de faire. Et enfin, le point essentiel, c'est que ça montre votre transparence finalement sur cette partie-là. Et nous, on dit souvent, parlez-moi de votre processus de recrutement et je vous dirai qui vous êtes. Donc, cette information, finalement, elle en dit déjà long sur votre culture d'entreprise, prise de décision rapide, communication transparente, critères d'évaluation, objectifs. Ok, et pour compléter, c'est vrai que nous, on est complètement en phase avec ça. Et c'est vrai qu'au final, on parle souvent de la marque employeur, mais on aime bien employer le terme de marque recruteur. Au final, comme tu l'as dit, le premier touch point entre une entreprise et le candidat, c'est le process de recrutement. Et on dit souvent, nous, de notre côté, qu'on n'a jamais 2 fois une chance de faire une première impression. Voilà, ça montre qu'on n'avait pas répété pourtant, mais c'est ça. Messieurs, je me permets juste une petite intervention au niveau du temps. On commence à être un tout petit peu en retard. Ouais, alors je vais faire très simple. Juste, on fait l'analogie tout à l'heure e-commerce, mais on peut le faire aussi avec le métier de recruteur qui devient un poste en tension. Donc, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir ça en tête et qu'il faut pouvoir finalement lui donner en tout cas des éléments pour être efficace et structurer ce pôle-là. Nous, on pense qu'il a un rôle clé qui s'apparente de plus en plus aujourd'hui à un métier de sales. Il doit très vite générer des candidatures comme un sales doit générer des leads. Il doit être entre guillemets bon sur la manière de raconter l'histoire comme on raconte ou comme on présente une solution. Et à la fin, il doit être capable aussi d'emporter la décision et de faire en sorte que le candidat choisisse l'entreprise plutôt qu'une autre. Donc, il doit être accompagné aussi par des outils de qualité pour automatiser certaines tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée pour lui, ce qui va lui permettre d'avoir beaucoup plus de temps pour être efficace sur l'évaluation des candidats et peut-être faire de l'approche directe. Donc, il doit pouvoir aussi interagir rapidement. Le SMS, aujourd'hui, c'est un moyen de communication qui est clé.
dans les interactions avec les candidats. Et surtout, on doit créer aussi des business partners avec des recruteurs qui sont en binôme vraiment avec les opérationnels et faire participer facilement les opérationnels à ces processus puisque les outils sont de plus en plus simplifiés et n'importe qui peut y avoir accès et participer à des campagnes de recrutement. Allez, si on Et peut aller quelques un chiffres peu voilà, vite pour sur les créer ces chiffres. attentes. Je vais pas tous les balayer parce qu'on a peut-être pris un petit peu de retard, mais voilà, 66% des candidats souhaitent connaître les différentes étapes de recrutement. On l'a dit dès la lecture de l'offre d'emploi. Quasiment 100% des candidats exigent une réponse après l'envoi d'une candidature ou un entretien. 67% des recruteurs contactent les candidats non retenus. Donc, on a encore des recruteurs qui, pour les 2/3, ne contactent pas les candidats une fois un échec sur un process. Seulement 2/3 aussi des recruteurs déclarent envoyer ne serait-ce qu'un accusé de réception de la candidature pour dire qu'elle est bien arrivée dans l'outil. Et 73% des candidats estiment très important de recevoir un message s'ils ne sont pas retenus. C'est la base. Donc, voilà. Top. Peut-être. Et enfin, donc là, ça va aussi permettre de faire le lien avec ton intervention derrière, Laurent. Mais voilà, plus votre offre a de visibilité, mieux vous êtes identifié auprès des candidats que l'entreprise qui recrute massivement. Donc, c'est important aussi, toutes ces générations de flux, de récupération d'offres. Donc, assurez-vous que le parcours candidat soit optimisé sur une plateforme tierce à celle de votre site carrière. Je suis convaincu que dans l'Assemblée, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait leur propre parcours candidat, se mettent à la place d'un candidat sur leur site carrière ou sur une plateforme avec qui ils diffusent leurs offres. Et trop souvent, les candidats ne postulent pas à cause de tous ces éléments évoqués plus tôt. Top. Du coup, on va faire un petit peu la transition. Maintenant, justement, donc merci beaucoup, Jonathan, pour avoir partagé tout ça. C'était super intéressant. Maintenant, on va parler un petit peu de booster son acquisition de talent. Justement, une fois tous ces chiffres assimilés, comment on fait pour aller un petit peu plus loin? Donc, je vais passer la parole à Laurent. Mais juste avant, toujours pareil, on a le chiffre qui fait mal, c'est-à-dire que 50% des candidats aujourd'hui s'abstiennent de soumettre leur candidature, alors que l'annonce semble fitter en fait avec son profil. Donc ça, pour vous dire, imaginons dans un monde de rêve éveillé, ça voudrait dire que vous pourriez avoir 2 fois plus de candidats dans votre pipe si aujourd'hui le process est un peu optimisé. Du coup, Laurent, comment on arrive à avoir 2 fois plus de candidats? Très bonne question. On a dit tout à l'heure, la première étape du processus de recrutement, c'est ce qui définit en partie votre marque employeur. On va même remonter un cran avant. C'est dès la diffusion de l'annonce. C'est très important. Votre marque employeur, elle se joue dès ses premières étapes, dès ses premiers points de contact. Jonathan l'a dit, nous, ce qu'on conseille côté Hello Work, c'est de réaliser l'expérience de candidature sur tous les supports sur lesquels vous publiez vos annonces. On vous conseille aussi de donner un maximum d'informations sur le processus de recrutement, la fiche de poste, la mission, et aussi comment la personne va pouvoir se projeter dans l'entreprise, dans quelle équipe elle va évoluer, et voir si elle va pouvoir avoir accès à une logique de télétravail. Je me permets d'accélérer un tout petit peu. Vas-y, Laurent, merci. Chez Hello Work, en 2022, on a sorti le livre blanc du recrutement. Et en fait, concrètement, on a pris cette slide parce qu'elle est assez criante. Elle décrit les écarts entre les items qui sont fournis aux candidats dans les offres d'emploi, et ce que les candidats attendent. Donc ça définit en fait l'écart qu'il y a entre les attentes et ce qui est donné systématiquement par les recruteurs aux candidats. Donc on voit qu'il y a vraiment des parents pauvres, notamment le salaire, les étapes du process de recrutement, la constitution de l'équipe, le matériel, les outils, le télétravail, ça commence à rentrer dans les mœurs. Par contre, il y a toujours la politique RSE de l'entreprise et la politique de diversité et d'inclusion. Donc on se rend compte que c'est compliqué d'avoir toutes ces informations. L'idée, c'est qu'il faut chercher une logique d'amélioration continue en apportant toutes ces informations-là au fur et à mesure. Et pour faire un petit parallèle, Laurent, parce que moi justement, c'est vrai que ça nous évoque beaucoup dans le monde des startups ce qu'on appelle le market fit, c'est-à-dire amener sur le marché un produit qui matche avec les besoins du marché. C'est le credo de toutes les startups. Et là, tu es en train de dire que entre ce que les attentes des candidats et ce que donnent les entreprises comme offre d'emploi, il y a encore aujourd'hui un fit qui est pas idéal, quoi. Tout à fait. Il y a des écarts qui sont assez importants et il faut chercher du coup à essayer de le réduire pour se démarquer dans la bataille des talents. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir d'une diffusion d'annonces qui donne envie, permet de recruter? La première chose, c'est d'apporter un maximum d'informations aux candidats sur l'entreprise, sur le process, sur comment est-ce qu'il va pouvoir se projeter dans le poste. Donc on a fait des travaux communs avec Tool for Staffing pour étayer au maximum les informations de leurs clients sur hellowork.com, notamment au sujet des salaires, du télétravail. Il faut aussi offrir aux annonces une résonance maximale.
Donc c'est ce qu'on a fait avec tout le for staffing en permettant à leurs clients de diffuser simplement l'intégralité de leurs annonces sur hellowork.com, notamment depuis le passage des offres hellowork.com en mode de diffusion illimité. Et le dernier point, on y reviendra à toute fin de la présentation, mais je suis un candidat, l'annonce me plaît, le processus de recrutement est clair, il faut que je puisse postuler aussi de manière simple, rapide et intuitive, et c'est ce qu'on verra dans la dernière partie de cette présentation. Allez, parfait, merci beaucoup Laurent, je vais essayer d'être concis, puis on sera très concis sur la partie fin partenariat à la fin pour garder du temps pour les questions. Donc petit rappel du début, vous vous souvenez, on voulait vraiment vous parler de cette approche bilatérale, complémentaire, inbound et outbound. Donc on a beaucoup vu la partie outbound et un grand merci à Laurent et Jonathan qui ont énormément d'expérience sur le sujet. Je vais reprendre un petit peu la main pour vous parler de la partie sourcing aujourd'hui, pour vous parler un petit peu de Charlotte. Et j'espère que je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans Charlotte. Charlotte, en 2015, elle faisait un petit peu de sourcing. Comme on l'a vu, il y avait une minorité de candidats à aller sourcer parce que la plupart étaient proactifs, donc c'était pas un souci. Le sourcing de Charlotte en 2023, c'est aller chercher aujourd'hui énormément de candidats. Quand ce sourcing est manuel, Charlotte fait une dépression ou au pire, elle ne fait pas ce sourcing-là. Du coup, les entreprises, au final, occultent une partie des candidats qui, comme vous l'avez dit, eux, n'ont pas allé postuler. Donc nous, le sourcing, on sait que les entreprises n'en sont pas fans, les recruteurs n'en sont pas fans, hein, on sait que c'est un cauchemar pour beaucoup d'entre vous. Pourquoi? Parce que ça consiste à quoi? Ça consiste en copier-coller je vais y arriver, à copier-coller des centaines de messages sur LinkedIn, par exemple, et essayer de les envoyer à des candidats. En général, il n'y a pas vraiment de relance parce que vous envoyez 50 messages, les messageries de LinkedIn ne sont pas faites pour ça. Vous n'avez pas vraiment un suivi des taux de réponse, mais on sait qu'ils sont en général autour de 5%, ce qui est vraiment pas fou comme taux de réponse. Et derrière, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, ou Jonathan, pardon, pour le recruteur qui est pénurique aujourd'hui. Et si vous demandez à un recruteur de faire du copier-coller à 50% de son temps, vous prenez le risque de le perdre et de lui enlever un peu du sens dans son travail. Donc, aujourd'hui, ce qu'on préconise nous aujourd'hui, c'est vraiment d'automatiser cette partie-là. Donc, on a des outils qui existent, qui sont très puissants pour ça, qui vont aller automatiquement à votre place se connecter à la personne. 2 jours après, lui envoyer un message que vous aurez configuré. 7 jours après, lui envoyer un message. Et 7 jours après, encore lui envoyer un message, par exemple. Donc, je vais aller très brièvement. On va pas forcément parler beaucoup de produits aujourd'hui. Mais pour faire le comparatif entre ce qui se fait encore trop souvent aujourd'hui, c'est de faire du sourcing de manière manuelle. C'est fastidieux et vous n'avez aucun monitoring dessus. Et au contraire, le fait de l'automatiser, ça va travailler pour vous. Et pendant ce temps-là, vous allez vous focaliser sur des tâches à forte valeur ajoutée qui sont les entretiens, les qualifs, etc., etc. Donc le but, c'est vraiment d'automatiser cette partie-là de sourcing. Il y a vraiment beaucoup d'outils aujourd'hui qui existent, dont le nôtre. Et pour vous parler un petit peu ROI, donc nous, ce qu'on constate sur nos clients, par exemple, d'un taux de réponse de 5%, on passe à quasiment 25% de taux de réponse. Donc ça veut dire pour 40 candidats contactés, vous allez avoir 10 candidats qui vous répondent. Et surtout, ça vous prendra 4 fois moins de temps au sens où vous allez avoir des outils qui travaillent pour vous pendant que vous ferez autre chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on préconise très fortement. Et vraiment, là où le mindset est très différent, c'est que vous allez passer d'une stratégie figée à une stratégie évolutive. Vous en parliez aussi, Laurent et Jonathan, sur votre partie. Mais également, en fait, à partir du moment où vous avez un outil qui vous permet de faire ce qu'on appelle de l'A/B testing, c'est-à-dire de tester un message puis un autre, par exemple, vous allez pouvoir optimiser vos messages, sélectionner les meilleures approches et augmenter votre réponse. Je vous donne un use case très brièvement qui est le nôtre. Nous, on recrute beaucoup de développeurs, par exemple, et on a détecté au fil des campagnes que tel ou tel message marchait mieux et que telle ou telle région marchait mieux. Par exemple, Occitanie et Hauts-de-France dans notre cas. Donc, du coup, on focalise l'ensemble de nos efforts avec ces paramètres-là et on obtient des taux de réponse qui sont au jour de 30 à 40% en prenant ces cibles-là et ces messages-là. Donc ça, c'est hyper intéressant de passer d'une stratégie figée à une stratégie évolutive et qui s'optimise. Et pour parler un petit peu de la vision, du coup, on a parlé de la partie en bas à gauche, la partie de diffusion et candidature centralisée. Aussi une expérience candidat, ça, Laurent et Jonathan, merci d'avoir insisté dessus pour nous. Et j'aime beaucoup le comparatif entre expérience client et expérience candidat. Et les 2 points sur lesquels nous, on veut insister aujourd'hui, c'est la partie sourcing automatisé que vous avez en haut à droite et la partie intelligence artificielle. Mais ça, on en parlera dans un autre webinaire si ça peut vous intéresser.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment une approche complémentaire à avoir. Un seul canal ne suffit pas. Il faut vraiment adopter une approche complémentaire sur différents canaux. Et ça me fait ma transition, c'est parfait, pour aller chercher ces différents canaux plutôt que réinventer la poudre, pardon. On va nouer des partenariats forts. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour vous parler de partenariat avec HelloWork. Je crois que Laurent, je te repasse la parole. Exactement. Côté HelloWork, on a remarqué que, au vu du nombre de personnes autour de la table, recruteurs, ATS et candidats, il y avait souvent des attentes qui étaient assez différentes. C'est pour ça qu'on a lancé en 2023 un programme technologique entre les ATS et HelloWork. Donc c'est tout récent, plusieurs ATS sont membres de ce programme-là, dont Tool for Staffing, qui viennent de le rejoindre. Et ça permet, après avoir toutes les optimisations qu'on a pu réaliser sur la partie diffusion d'annonces, d'aller un cran plus loin et de permettre aux candidats, aux chercheurs d'emploi, de postuler simplement en quelques clics sur les produits du groupe HelloWork. Concrètement, ça veut dire qu'on fait parvenir les candidatures directement dans l'ATS plutôt que de repasser par le site carrière. L'intérêt, c'est qu'il permet de résoudre, ce partenariat-là permet de résoudre les intérêts de toutes les parties autour de la table, le candidat, le recruteur et Tool for Staffing. Le candidat, voilà, il peut postuler simplement, notamment depuis son mobile. Il peut bénéficier de formulaires de réponse aux offres qui soient pré-remplis, s'il est déjà connecté sur son compte HelloWork. Et à terme, on parlait de l'expérience d'achat. À terme, l'idée, c'est aussi qu'on puisse notifier le candidat du statut d'avancement de ses candidatures dans les pipelines de recrutement. L'autre élément qui est bénéfique pour le recruteur quand vous utilisez Tool for Staffing, c'est de recevoir davantage de candidatures sans avoir à effectuer d'efforts supplémentaires, de mieux suivre le ROI des plateformes HelloWork et surtout de devenir plus productif en centralisant l'intégralité de son travail au sein de Tool for Staffing et réduire le temps dédié à faire de la double CI. Le dernier point qui est important, dans le cadre de ce programme, ça donnera accès aux recruteurs le badge de recruteur réactif. C'est être un badge qui va apparaître en fait sur le site hellowork.com, qui va générer en fait une mise en avant spécifique, ce qui va générer en fait plus de candidatures pour les recruteurs qui auront activé ce badge. Et du coup, Laurent, excuse-moi, mais tu reboucles la boucle, c'est parfait. On a commencé par le comparatif entre le recrutement et le parcours e-commerce. Donc là, on est vraiment dans les petites étoiles que vous avez sur Amazon ou sur un site de vente. Sur un super-haut sur Airbnb, par exemple, ou un exactement. voitureur sur Blablacar, c'est pareil. Exactement. Tout à fait, exactement. Et l'idée aussi, c'est que ça bénéficie ce programme-là parce que ça a quand même coûté un peu de travail et de temps pour Tool for Staffing. C'est qu'ils n'ont plus qu'une intégration à maintenir, ils simplifient la vie de leurs recruteurs, de leurs clients, et ils deviennent partenaires technologiques privilégiés du groupe HelloWork, ce qui nous permet notamment d'intervenir aujourd'hui lors de cette présentation. Top. C'est bon pour moi. Allez, ben merci Laurent. Je vais reprendre la main juste pour terminer. Ça fait beaucoup d'infos. On a réussi à remonter le temps. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on va avoir du temps pour les questions. Voilà, s'il y a juste 2 éléments à retenir, vous l'avez compris sur ce webinaire, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'attendent les candidats sur la partie offre et diffusion? On a vu plusieurs choses, mais si on devait le résumer, c'est vraiment expérience candidat, expérience client. Donc, essayez de vous mettre à la place, vous, comme vous, je crois que c'est Laurent qui l'a dit, peut-être que vous n'avez jamais postulé, par contre, vous avez peut-être déjà effectué des achats. Qu'est-ce que vous attendez d'un processus d'achat? Dites-vous qu'il faut avoir le même niveau de qualité sur l'expérience candidat. Et de notre côté, ça c'est un terme qu'on emploie très souvent, c'est de traiter les candidats comme des prospects. On dit souvent comme des clients, mais nous on va plus loin, on dit comme des prospects. C'est pour ça qu'on aime bien l'approche aussi d'HelloWork. Il faut aller les prospecter, il faut aller innover, il faut aller les démarcher et les motiver. Et pour ça, voilà, il y a beaucoup d'outils qui existent depuis des années sur la partie prospection. Il faut aussi que les recruteurs se automatisent une série de choses pour uniquement se focaliser sur des tâches à valeur ajoutée, qui sont un petit peu plus aussi source de sens pour eux. Et a priori, 10h30, on a été incroyable. Merci Laurent, merci Jonathan. Et on va attaquer les questions. Je suis en train d'y répondre. Alors, du coup, les questions, c'est moi qui vais les prendre. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir tous y répondre, mais on va essayer de les prendre dans l'ordre. C'est que j'ai pas du tout pu les préparer. Ah, tu as répondu toi directement dans le chat. Alors moi, je sais pas, moi, il y a des questions, j'y réponds. Ok, d'accord. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, je prends celle où tu n'as pas répondu. Alors, pouvez-vous nous expliquer le principe de la nouvelle fonction Hello sur HelloWork? D'où viennent les candidats?
sais pas si c'est le sujet ou si c'est quelque chose que… Ouais, Je... Laurent, tu veux peut-être répondre, tu connais ce point-là, mais parce que Non, c'est je t'en prie, vas-y. Ok, c'est une fonctionnalité qui tend à disparaître puisque aujourd'hui, donc, elle permettait finalement d'avoir une extension sur la CVTech, la base de données. En gros, il y a des candidats qui postulent à des offres qui sont pas forcément les vôtres, mais c'est des candidats qui peuvent vous intéresser. Donc, on vous poussait finalement des CV à contacter qui correspondaient finalement à vos offres d'emploi. Mais ce qu'on a développé comme fonctionnalité désormais dans notre CVTech, c'est à partir du moment où vous avez une fiche de poste qui se crée, on va vous dire les profils qui correspondent le plus à votre offre d'emploi. Donc, c'est un service qui tend à disparaître au profit d'un service qui sera encore plus pertinent et vous ferait gagner encore plus de temps en tant que recruteur. Ok. Il y a beaucoup de questions sur la partie automatisation. Du coup, celle-là, je vais la prendre. Sur Ok. est-ce qu'on va pas noyer les candidats? Est-ce qu'on va pas dépersonnaliser un peu l'approche? LinkedIn interdit ce type de procédé. Donc, j'en prends plusieurs questions pour répondre d'une seule fois. Donc, ça, vraiment, n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec nous pour qu'on en discute. Aujourd'hui, nous, ce qu'on préconise justement, c'est pas une approche de volume. Faut pas utiliser ce genre d'automatisation pour, hier, je contactais 10 candidats, demain, je vais en contacter 500. Ça, c'est une approche qui va pas plaire à LinkedIn, c'est une approche qui va pas plaire aux candidats. Donc, il faut rester dans le qualitatif. Il vaut mieux faire des campagnes sur 10, 15 candidats très focus. Mais par contre, vous allez pouvoir gérer ce qu'on appelle les relances. Donc, en fait, comment on atteint 25% de taux de réponse, c'est notamment en envoyant une deuxième puis une troisième relance. Parce que les candidats, ils sont contactés qu'une seule fois par beaucoup de gens. Par contre, ils ne sont pas contactés et relancés par beaucoup de gens. Donc, c'est ça qui va faire qu'ils vont se sentir un petit peu plus valorisés. Et peut-être qu'au premier message, vous n'aurez que 5 ou 6% de réponse. Et au deuxième, vous allez atteindre 15 ou 20. Et au troisième, vous allez atteindre 25. Donc, ce n'est pas forcément une approche de volume, c'est une approche de qualité. Et donc, c'est pour ça que je vous dis aussi, pour répondre à la question, non, on ne dépersonnalise pas la chose. Point important, dès que le candidat y répond, c'est l'humain qui reprend la main. Vous allez juste programmer des messages qui sont de toute manière souvent faits en copier-coller aujourd'hui. Et dès que dès que le candidat y répond, hop, ça pop et vous allez pouvoir vous faire reprendre la main pour discuter avec le candidat. Et ensuite, par rapport à la politique de LinkedIn, justement, nous, on va être partenaire de Microsoft, qui, comme vous le savez, a racheté LinkedIn. Il y a des règles à respecter. Et si vous respectez les règles, on pourra vous les expliquer. Il y a des méthodes à connaître. Vous n'irez pas à l'encontre de ce que veut LinkedIn. Est-ce que du coup, sur les questions qu'elle t'a répondu, Jonathan, tu veux peut-être, parce que je vois que tu en as répondu à plein, est-ce que tu veux peut-être en évoquer une à l'oral? Attends, je retourne dessus. Donc, j'ai répondu. Sur la réponse personnalisée par Au-delà contre, des offres d'emploi, comment attirer accès à des candidatures potentielles pour ceux qui ne postulent pas à métier en prod en maintenance? Donc, bonjour Alice. Alors, j'espère avoir bien compris la question, mais moi, je pense que le sourcing, c'est encore ce qu'il y a de mieux, avec des recherches affinées et paramétrées pour recevoir régulièrement ce que je mets des nouveaux CV à l'écoute du marché. Et c'est ce que je vais expliquer. En fait, sur notre plateforme, on a aussi beaucoup d'actifs, de candidats potentiels qui viennent regarder finalement les offres qu'il y a sur Hellowork, mais ne postulent pas forcément. Ça veut pas dire qu'ils sont pas à l'écoute du marché. C'est-à-dire que, par exemple, je suis un développeur, je me dis si demain on doit me contacter, où est-ce que mon CV doit être? Donc, ce qu'ils font souvent, c'est ils vont sur Google, ils tapent job de développeur Bordeaux, par exemple. Là, Hellowork ressort souvent en top position, et donc ils vont aller sur le site. Et à un moment donné, ils vont se dire bon bah je m'inscris là, mon CV y est, je suis à l'écoute, mais je postule pas. Donc dans ces cas-là, forcément, pour pouvoir trouver ce CV, il faut aller chercher dans la base. Ok, super intéressant. Il y a une question de Marion que je trouve intéressante. Comment, et je voudrais moi donner un petit élément de réponse, peut-être toi, Jonathan ou Laurent, compléter. Marion qui nous demande comment contrer les candidats qui postulent à tout sans même lire et sont donc hors cible. Pour info, nous, une petite solution qu'on propose, complémentaire de ce que vous allez nous dire, Jonathan ou Laurent, c'est un chatbot de préqualification qui marche très bien pour ce type de solution, où le candidat va pouvoir recevoir un petit lien avec 5-6 questions avec ce qu'on appelle des killer questions qui va vous permettre en fait d'escarter, d'évacuer en fait, en tout cas de scorer les candidats et a priori quand du coup le candidat ne correspondra pas à l'offre, vous le saurez tout de suite dans l'outil. Et donc du coup Jonathan, et peut-être que toi tu as quelque chose à… j'ai vu que tu avais fait répondre là-dessus aussi. Ouais, j'avais fait une réponse, c'était plutôt technique, c'est-à-dire que déjà, quand on parle de volume et de candidats qui postulent à des offres qui n'ont pas lu, pardon, très souvent, c'est des technologies aussi de rebond utilisées dans le e-commerce, c'est-à-dire que je commande un truc sur Amazon, on me propose des similaires à ce que je viens de faire. Dans l'emploi, c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire que je postule à une offre de développeur à Bordeaux, on va me dire il y a aussi des offres de développeurs dans la région. Et donc, finalement, je peux potentiellement
postuler sans même lire l'offre d'emploi. Donc ça se fait beaucoup parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont à la recherche de volume, mais quelquefois, ça correspond pas toujours à ce que recherche l'entreprise par rapport à son secteur d'activité et les métiers qu'elle recrute. Et donc, finalement, sur certaines plateformes, c'est des technologies qui peuvent être désactivées, qui permettent finalement de diminuer un peu le flux et finalement d'avoir plus de qualité sur la masse totale. Je sais pas si tu veux compléter, Laurent, mais... C'est tout bon. Ok, Tout bon pour super. moi. Il y a une re-question sur juste l'automation très rapide où on nous demande s'il faut avoir un compte premium sur LinkedIn pour mettre en place cette automation de relance. Non, pas du tout. Ça marche sur LinkedIn normal, LinkedIn, Recruiter Lite ou Recruiter Pro. Et donc voilà, si ça répond à votre question, vous me direz. Et il y a une autre question que je trouve intéressante peut-être pour vous, c'était sur la réponse personnalisée. Est-ce que l'accusé de réception comme quoi on les recontacte, si on ne les recontacte pas dans 2 semaines, qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas à fin retenus, est-ce que ça suffit comme réponse personnalisée ou pas? Jonathan. Alors, selon moi, c'est pas c'est pas forcément une réponse de répondre cela. C'est ce que j'ai répondu aussi. J'ai dit, c'est pas vraiment une réponse à Lucie. D'accord. Donc pour info, ça, on a de plus en plus de demandes d'intégrer du chat GPT pour aller faire des réponses pseudo-personnalisées en masse. Mais ouais, c'est un peu, c'est une question qui revient souvent depuis quelques années, effectivement, ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu vois un peu dans le chat? J'ai vu que tu as répondu à beaucoup. Personnalisation des candidats, rebuffage, je regarde un petit peu. Personnalisation, hop, beaucoup de questions. Offre d'emploi pour ceux qui ne postulent pas. Au-delà des offres d'emploi, comment accéder à des candidatures potentielles pour ceux qui ne postulent pas? Le métier en production, en maintenance? C'est ce qu'on y a répondu tout à l'heure. Ouais, utiliser On a le sourcing répondu. est encore ce qu'il y a de mieux avec des recherches affinées et paramétrées. Ouais. Et après, c'est très lié à l'automatisation, finalement, à la prospection. Là, Alexandre, il met, existe-t-il un risque d'hypersollicitation des candidats avec l'automatisation de la prospection et par voie de conséquence un désintérêt des talents? Tu peux peut-être répondre si tu veux, Antoine, si Allez, tu ouais, bah, veux. j'avais déjà un peu évoqué. C'est vrai que ça, c'est un peu la peur quand on propose l'automation et que les gens ont souvent ce genre de questions. Encore une fois, hein, nous, ce qu'on préconise énormément, c'est de faire de l'approche qualitative. Si vous faites du volume, un, ça va pas fonctionner. Deux, vous risquez de vous faire bloquer votre LinkedIn pendant 2 heures. Donc, c'est pas du tout cette approche qu'il faut avoir. Il faut avoir pas forcément contacter beaucoup plus de monde qu'avant, mais vous allez juste le faire de manière plus qualitative avec, comme je vous l'ai dit, des relances, chose que vous n'avez pas forcément le temps ni les moyens de faire. Et vous allez pouvoir en parallèle travailler. Donc, il faut pas imaginer ça comme une machine de guerre, on va dire, qui va envoyer des boulets de canon très puissants. Au contraire, c'est vraiment du chirurgical. C'est pour aller travailler le même nombre de talents qu'avant, mais les travailler beaucoup mieux. Donc, en soi, même si tout le monde le fait, il n'y aura pas de sursollicitation des candidats. Et comme je vous l'ai dit, le taux de réponse montre que les candidats sont plutôt réceptifs à ce genre d'approche. Et Et Lucie n'est pas contente de votre réponse, du coup, Jonathan. Alors, non, mais ce que je voyais, la question, enfin la réponse de Lucie Saracino, mais des centaines de candidatures par offre, c'est trop compliqué et trop de temps. Attention, souvent, nous, ce qu'on observe aussi chez les clients qui ont des offres d'emploi qui génèrent beaucoup de volume, très souvent, les offres restent trop longtemps en ligne. À partir du moment où on sait qu'on a du flux, qu'au bout de 2 jours, on peut avoir déjà 60-70 candidatures et qu'on va réussir à trouver finalement le bon candidat là-dedans, il faut tout de suite fermer son offre. Et ça, c'est hyper important. On a trop tendance à laisser les offres un peu traîner et c'est ça qui génère du flux. C'est ça qui ne génère finalement pas de réponse, qui ne génère pas de réponse au candidat et qui impacte votre marque employeur. Vous aurez beaucoup plus intérêt à bien cadrer ça, vous, dans vos organisations internes pour se dire, en fait, il nous faut 2 jours pour avoir assez de profils et au bout de 2 jours, on stoppe l'offre. alors pour Et info si aussi, jamais vous pardon, n'avez pas de vas-y. candidature qui vous convient bien, vous pouvez tout à fait la repousser Exactement. après quelques jours. Bon, pour essayer de proposer aussi une autre solution à Lucie, pour qu'elle passe une bonne journée. Nous, ce qu'on propose aussi souvent, c'est dans notre Kanban, dans notre pipe de candidature, vous mettez une raison en fait du refus quand vous refusez la personne. Est-ce que c'est parce que voilà, vous pouvez définir 5 ou 6 raisons. Et après, vous pouvez faire un email en fait par raison. Donc tous les candidats que vous avez éliminés pour une raison, vous allez lui envoyer un template email. Tous les candidats que vous avez éliminés pour une autre raison, vous allez envoyer un autre template email. Donc au final, ça fait 5-6 emails à envoyer si vous avez 5-6 à faire raison. Et c'est déjà un petit peu plus personnalisé que si vous envoyez un gros email massif à tout le monde. Donc ça, voilà, par exemple, ça c'est quelque chose que nous on préconise et qui marche plutôt pas mal.
en espérant que ça répond à une partie de votre angoisse, Lucie. Alors, du coup, il y a Céline qui nous demande, est-ce que l'outil que vous proposez peut uniquement servir à relancer les candidats sur LinkedIn ou alors faut-il toujours l'utiliser pour automatiser le message d'accroche dès le départ? Ah oui, alors je crois comprendre, c'est-à-dire que vous avez deux approches, les candidats avec qui vous n'êtes pas en contact et ceux avec qui vous êtes déjà en contact. Et oui, ça marche pour les deux. Vous allez pouvoir augmenter votre réseau et ça va démarrer par une demande de contact. Et vous allez pouvoir travailler sur votre réseau et envoyer des séquences sur des gens qui sont déjà dans votre contact. Et est-ce qu'il y aura un webinaire sur la chasse LinkedIn? Justement, car moi j'en fais, je relance, mais je ne peux relancer que ceux qui acceptent mon invitation, donc il faut que je me forme vraiment sur ça. Mais ça tombe très très bien, Déborah. On a fait 2 webinaires sur le sujet sur les mois passés, donc on va peut-être vous l'envoyer. Et sinon, vous les avez sur notre site web. On a fait vraiment un webinaire sur automation, un webinaire également sur comment optimiser sa page LinkedIn et les bons messages à envoyer. Donc, je vous invite à regarder sur notre page et sinon, notre équipe marketing vous enverra peut-être le replay. Et Lucie, a priori, va passer une bonne journée. C'est la bonne nouvelle. Est-ce Il qu'il y y a... avait juste une question de Vas-y. Sylvain qui demandait à combien d'ATS on est connecté. Alors dans le cadre de ce programme, actuellement, on a préféré travailler avec un nombre réduit de partenaires. On travaille avec 5 ATS pour l'instant, avec l'objectif d'atteindre un nombre beaucoup plus conséquent. Mais on préférait vraiment commencer pour se lancer au début à travailler avec des ATS avec lesquels on a confiance, avec lesquels on sait travailler. Donc pour l'instant 5, avec l'objectif d'être une vingtaine, d'en avoir une vingtaine d'ici un an. Et on est ravis de faire partie de ce premier pool. Et pour compléter, Laurent, parce que pour pas qu'il y ait que ce soit bien clair, ça c'est dans le cadre du programme ATS Connect, mais on travaille aussi avec plein d'autres ATS déjà sur des récupérations d'offres et d'envoi de candidatures via des API, juste au cas où si la question était un peu... Ouais, tout à fait. En fait, ouais, on travaille avec plus de 80, 90 Ouais. ATS et multidiffuseurs pour récupérer les annonces. Là, le programme très spécifique qu'on a mis en place, c'est le fait de pouvoir postuler de manière intégrée et surtout que la notion de statut de candidature remonte à Hello Work pour qu'à terme, on puisse avertir le candidat. C'est vraiment en fait cette approche complète où on travaille qu'avec 5 acteurs actuellement. Mais on travaille sur la récupération d'annonces avec plus de 80 ATS. Ouais, c'est vraiment sur ce programme-là pour les aider finalement aussi à mieux gérer ce statut de candidature. Exactement. On travaille la marque employeur, recevoir des candidatures le plus simplement possible et surtout avec le bon tracking. Et on peut même pour donner une info quand même importante à l'Assemblée, c'est que le démarrage de ça, quand on a commencé à travailler avec des ATS du marché qui nous ont ouvert un peu leurs portes, on s'est rendu compte qu'une candidature sur 2 n'était pas traitée. Il n'y avait pas de réponse en fait. Donc c'est pour dire à quel point les candidats aujourd'hui sont démunis finalement lorsqu'ils postulent une offre d'emploi. Tout à fait. Top. Mais il y a un effet boîte noire en fait pour le candidat, sur lequel on essaie de réduire et donner de la visibilité. Il nous reste 2 minutes. Dernière question peut-être de Maëlys Barrault qui demande copywriting versus automation ChatGPT. Quelle approche pour quel contenu? Moi, je vous parle un petit peu de ce qu'on a intégré. On a un copywriting, système de template et de modèle. Ça fait très longtemps qu'on l'a pour les messages, pour les annonces, etc. Il n'y a pas de souci. Et la partie automation ChatGPT, pour vous dire ce que nous on fait en tout cas. Après, peut-être Laurent et Jonathan voudraient compléter. Nous, on utilise beaucoup de ChatGPT pour la rédaction d'annonces et la rédaction de certains emails, mais c'est toujours en semi-automatique, c'est-à-dire qu'on va vous proposer un contenu que vous aurez la possibilité ensuite de modifier. Donc, c'est plutôt dans l'objectif d'un gain de temps et d'aller plus vite plutôt que le full automation qui, bon, je pense qu'on le sait tous, peut avoir ses risques. Vous en parliez de dépersonnalisation. Je sais pas si Laurent et Jonathan voulaient compléter sur cette question-là. Non, je pense que c'est tout à fait, c'est super intéressant de faire ça, de faire gagner du temps aux recruteurs sur des tâches qui ont peu de valeur ajoutée, pour leur permettre de se focus sur ce qui apporte le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire travailler la marque employeur, toucher des candidats qui, même s'ils sont peut-être pas recrutés maintenant, vont peut-être rejoindre l'entreprise dans 6 mois, 1 an, parce que lors de la première étape, tout s'est très très bien passé. Donc moi j'abonde dans ce sens-là aussi. Ouais. Allez, il est 45, on va se faire gronder si on reste trop longtemps. Un grand merci à Merci à tous ceux tous. qui nous ont écoutés. Merci beaucoup à tous. Jonathan et Laurent, c'était super intéressant et j'espère à très bientôt. Merci à tous. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.